Hop, bonjour à toutes et à tous. Hop, bon voilà, le petit effet est tombé à plat. Malheureusement, on voulait lancer avec un super petit clip, mais ça ne fonctionne pas, désolé. Bref, bonjour à toutes et à tous et ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous, donc proposé par l'Institut français de Paris. Je suis Martin Lafitte, je suis responsable des projets de développement des publics au sein de l'Institut français, au sein du pôle langue française et plurilinguisme. Et donc, je suis vraiment ravi de vous accueillir tous et toutes si nombreux aujourd'hui pour parler de français professionnel avec cette nouvelle série de petits rendez-vous qu'on voulait vous proposer avec, vous voyez, pas mal de partenaires aujourd'hui, car ce premier rendez-vous sera donc consacré aux français militaires et aux opérations du maintien de la paix. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, deux, trois petits rappels, parce que je vois que vous êtes déjà nombreux à vouloir nous rejoindre sur scène. Euh, Juste pour info, on va commencer déjà à présenter tous nos intervenants qui vont ensuite voilà, faire leur petite présentation. Et par contre, je vous inviterai à nous rejoindre si vous avez des questions à la fin du webinaire, si possible. Donc, je vois certains là, si vous pouvez déjà vous déconnecter de vos caméras et de vos micros, ce serait formidable. Je vous inviterai à le faire tout à l'heure si vous avez des questions. Voilà, donc après ce petit rappel introductif, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Vous voyez, on a quand même pas mal d'intervenants de grande qualité aujourd'hui pour parler de français professionnel et de français donc militaire, notamment donc nos collègues déjà de la DCSD, la Direction de la coopération, de la sécurité et de défense, Garance Jaunet, donc qui est responsable du programme d'enseignement du français en milieu de défense et sécurité, qui est aussi adjointe au chef de bureau. Bonjour Garance. Tu es également accompagné donc d'Agnès Bonnet, de la sous-direction aux questions multilatérales et sectorielles. Et donc, vous allez nous parler aujourd'hui de la stratégie de la DCSD en matière d'enseignement du français militaire. Donc, on a hâte de vous écouter sur les prochaines actions. Alors, juste, nouveau petit rappel, désolé Hélène, Aqua, Augustin, si vous pouvez juste ne pas tout de suite vous connecter à la salle, ce sera génial. On va vous faire venir tout à l'heure. Voilà. Donc, on est également aujourd'hui ravis d'accueillir Grégory Robert. Grégory Robert de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est spécialiste de programme maintien et consolidation de la paix, pardon, à la direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique, et qui nous parlera aussi des actions de l'OIF en matière de français militaires. Et puis, on est aussi avec des collègues du réseau qui vont nous parler un petit peu des projets qui sont menés dans leur pays respectifs sur cette question du français militaire, notamment donc Marguerite Bickel, qui est avec nous depuis ses vacances en Arabie Saoudite. Tu es directrice générale de l'Alliance française d'Arabie Saoudite et tu nous fais vraiment le plaisir d'être avec nous aujourd'hui alors que tu es en vacances. Donc vraiment, merci beaucoup de ta présence pour nous parler des enjeux dans ton pays. Nous sommes aussi, vous voyez, avec Émilie Jacamant et Violaine Muller, qui sont les responsables, enfin pour en tout cas Émilie, la coordinatrice pédagogique des Alliances françaises au Brésil et directrice adjointe de l'Alliance française de Rio, et donc Violaine Muller, qui est coordinatrice pédagogique de l'Alliance française de Rio, et qui sont aujourd'hui avec nous pour nous présenter le super dispositif hybride de formation aux Français militaires qu'ils ont pu déployer au Brésil. Et enfin, on est aussi ravi d'accueillir le lieutenant-colonel Christian Dubois, qui est coopérant militaire en Tunisie, officier de liaison français au sein de l'école militaire de Tunis, et qui nous présentera aussi toutes ses actions en Tunisie. Merci d'être avec nous, Christian. Voilà, donc juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, quelques petites modalités de participation à ce webinaire pour vous, cher public. Vous voyez déjà qu'il y a un chat dans lequel vous pouvez déjà vous présenter, nous dire un petit peu d'où vous êtes, et puis ce sera aussi l'occasion dans ce chat de pouvoir vous poser quelques petites questions à nos intervenants si vous le souhaitez, et puis aussi pourquoi pas partager vos besoins en termes de développement de français militaire et des opérations de maintien de la paix. Ça nous intéresse beaucoup de savoir voilà, ce dont vous avez besoin pour développer ce type de programme d'enseignement dans vos pays respectifs.
Donc, n'hésitez pas à utiliser ce chat. Et pareil, vous voyez qu'on vous propose quelques petites questions dans l'onglet sondage, toujours en bas à droite de votre écran. Vous aurez loisir donc de répondre à ces petites questions tout au long du webinaire. Vraiment, c'est très précieux pour nous que vous puissiez nous remplir ces petites questions pour qu'on ait des infos sur ce que vous faites chez vous et pouvoir ensuite adapter un petit peu nos propositions, notre accompagnement pour la suite des opérations. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Après cette longue introduction, je vais donc céder la parole à Garance et Agnès, à la DCSD, qui va nous parler un petit peu de leur projet. C'est à vous. Merci, c'est bon, le micro marche bien? Ah, bon, Parfaitement bien. OK, parce qu'on avait un petit problème tout à l'heure, on a eu un doute. Bonjour à tous, et donc moi je suis Agnès Bonnet, donc de la DCSD, en charge d'un certain nombre de dossiers ici, dont notamment le sujet des OMP et de la francophonie. Donc c'est à ce titre que j'ai été invitée à ce webinaire. Je laisse mes collègues se présenter et après on enchaînera sur la présentation. Garance Jaunet, donc je suis responsable de l'enseignement du français à la DCSD, au bureau formation, stage et mission d'expertise, et également l'adjointe du bureau. Voilà. Et Naomi Nokouye, je suis en apprentissage à la DCSD, notamment sur les sujets d'ANS. Donc voilà, la fine équipe. Tout d'abord, peut-être un grand merci à l'Institut français d'organiser ce webinaire particulièrement bien organisé, je dois dire. Nous, on n'est pas habitué à avoir des outils aussi performants de notre côté. Donc, merci à vous et puis merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui sur les sujets de la DCSD et notamment le sujet de l'enseignement du français. Donc, merci aussi, bien sûr, à tous les participants de vous être connectés et de vous intéresser à ce sujet-là qui, nous intéresse beaucoup. Donc, je vais faire quelques mots sur l'enseignement du français, enfin l'action de la DCSD sur l'enseignement du français, pour vous donner un peu le panorama de notre action. Donc, nous, l'enseignement du français, ça représente presque 10% du budget total de la DCSD. Donc, pour nous, c'est 3,15 millions d'euros par an, en majorité ciblée sur la zone Afrique subsaharienne et la zone ANMO. Et le français, pour nous, c'est vraiment un sujet très important parce que c'est un grand vecteur de notre action. Tout d'abord parce que ça permet, bien sûr, dans le cadre de la diplomatie, de mener un travail d'influence, mais au-delà de ça, pour la DCSD, c'est aussi nous permettre de renforcer les capacités des personnels militaires et policiers de nos pays partenaires pour pouvoir déjà les aider à se renforcer par eux-mêmes, mais aussi à pouvoir bénéficier des formations de la DCSD, que ce soit organisé en France ou les formations qu'on mène aussi dans le cadre des ENVR. Les ENVR, c'est les écoles nationales à vocation régionale. Ça nous permet aussi de favoriser la coopération, l'interopérabilité entre les armées. Il y a aussi un sujet important pour nous de lutter contre le sentiment anti-français, le recul de la langue aussi. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'on essaie de couvrir à travers notre action. Et bien sûr, à ce titre, les instituts français et les alliances que vous représentez jouent un rôle extrêmement important parce que vous bénéficiez d'un grand montant, hein, des grandes sommes de financement octroyés par la DCSD à travers les crédits délégués auprès de nos attachés de défense, nos attachés de sécurité intérieure. Et merci déjà de vous mobiliser sur ces sujets-là, parce que pour nous, c'est extrêmement utile et c'est en grande partie grâce à vous qu'on arrive à mener ces actions. Et le sujet qu'on avait dernièrement, c'était de se dire, les réflexions qu'on a menées en interne, c'était de se dire que jusqu'à présent, on avait relativement peu encadré notre action, cela dit, avec une réelle démarche politique. On a répondu aux différentes sollicitations sur l'enseignement du français en fonction des demandes des postes, des besoins aussi, mais ce n'était pas mené dans le cadre d'une stratégie vraiment définie. Et c'est pourquoi on a décidé de mener une réflexion en interne et qu'on va mener après plus largement auprès des autres ministères et des autres organisations
pour essayer de définir une stratégie de la DCSD sur le français, l'enseignement du français. Et donc, on a entamé ce travail qui est quasiment abouti. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire quelques mots sur cette stratégie. Mais je ne peux pas vraiment en dire plus à ce stade parce que la stratégie n'est pas validée. Elle est quasi finalisée. Donc, vous la verrez très certainement dans les prochaines semaines. Mais elle est pas totalement aboutie et pas encore signée par notre directeur. Donc, c'est encore un stade de précurseur qu'on peut vous en parler. Mais bon, peut-être pour vous donner un peu les grandes lignes de cette stratégie. Donc voilà, nous, on a mené ce travail de réflexion en interne. Et pour nous, ce qui était particulièrement important, c'était voilà, de définir une approche volontariste sur l'action d'enseignement du français, une approche aussi plus politique en fonction des enjeux et des besoins. Et donc, l'objectif de la stratégie, déjà, avant tout, c'est de définir un cadre pour les acteurs de l'enseignement du français, pour nous, les DCSD. Et donc, c'est définir un cadre pour donner des billes de pilotage et de suivi auprès de nos AD, attachés de défense, attachés de sécurité intérieure et des coopérants qui sont en charge de ces questions-là et leur donner aussi des orientations sur certaines priorités. Donc, cette stratégie, pour nous, elle définira des priorités géographiques. Donc, difficile à ce stade de vous dire précisément quelles seront les priorités définitives. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que bien sûr, ça donnera un peu la priorité aux pays qui ont un fort effet de levier pour nous, aux pays, par exemple, qui sont impliqués dans les OMP, aux pays qui ont le français en perte de vitesse. C'est ce genre de priorités qu'on voit, qu'on identifie. Et pour chacune de ces priorités-là, on identifie aussi des objectifs spécifiques, c'est-à-dire, par exemple, pour certaines géographies, ça sera l'objectif de prioriser l'élite militaire, ou plutôt la jeunesse, les forces de sécurité intérieure, maritime, enfin voilà. Donc on va aller quand même dans des sujets un peu précis pour essayer de mieux encadrer notre action. Et aussi, l'idée, c'est de pouvoir formuler des recommandations pour être un peu plus efficace, euh, en particulier sur, par exemple, la sélection des profils qui sont amenés à suivre les cours de langue française et les examens, ou alors la mise en place de dispositifs pour lutter contre l'absentéisme, ou assurer le suivi des personnes qui ont été amenées à suivre des cours de langue et qui, du coup, intègrent un certain réseau d'influence pour nous. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on essaye de défricher dans la stratégie, qui sera donc publiée très prochainement. Et donc après, effectivement, ça sera à nous ici, à nous trois, de suivre le pilotage ici, en lien avec les officiers géographiques et bien sûr tous les postes avec les attachés de défense, les attachés de sécurité intérieure et les coopérants. Donc voilà, j'espère que je ne crée pas trop de frustration de ne pouvoir pas en dire plus à ce stade, mais ça va venir vite. Et cela dit, bien sûr, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Garance, je pense qu'elle aura peut-être plus la possibilité d'être dans l'interaction sur la réponse à vos questions concernant l'outil même, savoir comment c'est mis en œuvre et les sujets du quotidien, disons. Je ne sais pas si on peut dire ça, les outils. Donc voilà pour nous à ce stade. Juste pour un petit point sur les outils actuels utilisés, on va dire, dans cette action d'enseignement du français en milieu sécurité-défense, il y a un programme Lecteur FLE que certains d'entre vous connaissent sans doute, un réseau de cette année 60 lecteurs FLE envoyés dans des académies, écoles militaires ou de gendarmerie ou de police dans les pays partenaires. Ça, c'est un premier axe. Ensuite, il y a un axe un petit peu plus éphémère, on va dire, avec des missions de l'association Agir sur des demandes spécifiques de préparation avant départ en opération de maintien de la paix, donc OMP, ou avant formation en France, d'un bataillon, par exemple, en Croatie, il n'y a pas longtemps. Il y a les crédits délégués, donc ça certains d'entre vous connaissent, je l'imagine, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre, il y a des fonds qui sont alloués
aux missions de sécurité intérieure, aux missions de sécurité défense pour organiser des cours de français en local et puis des examens. Et puis un dernier volet sur des formations en France dans un centre qui s'appelle le Cours international de français de Rochefort, le CIFR, qui est au sein de l'école de gendarmerie et qui forme et des enseignants de français langue étrangère, enseignants en milieu militaire, gendarmerie ou police, et des stagiaires qui vont intégrer, on va dire, des formations continues en France au mois de septembre. Donc, ils arrivent généralement au mois de mai ou un petit peu avant pour l'école de guerre. Voilà. Il y a un outil qui est la méthode en avant. Alors, certains d'entre vous l'ont peut-être. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à nous mettre un petit message sur le chat pour avoir le lien vers le site de l'OIF, la bibliothèque Boutros-Boutros-Ghali, dont Grégory Robert pourra vous parler un petit peu plus tard. Et nous, on pourra faire parvenir des ouvrages dans vos centres si vous le souhaitez. Voilà. Juste un dernier petit point pour vous remercier pour ceux qui offrent l'accès aux ressources pédagogiques des alliances et instituts aux lecteurs. Merci beaucoup. Voilà, parce que ce sont des lecteurs qui se retrouvent finalement dans un milieu qu'ils ne connaissent généralement pas, qui ont une formation plus ou moins avancée en enseignement du français et qui ont peu de ressources sur place. Donc, c'est une véritable richesse pour eux que de pouvoir venir consulter les ouvrages dans une bibliothèque. Voilà. Merci beaucoup, Garance et Agnès, pour toutes ces explications. Je vois, il y avait juste une petite question sur le moyen de diffusion de la stratégie, justement, de la DCSD. Comment elle sera diffusée? Vous avez des infos là-dessus ou pas encore? Alors, on n'a pas mené cette réflexion jusqu'au bout, apparemment, parce qu'on n'a pas réfléchi à ça, mais clairement, ça sera à minima transmis par NDI à tous les postes. Parfait. Merci pour cette précision. Excellent, merci beaucoup. Très bien, sans transition, on va pouvoir céder la parole à notre collègue Grégory Robert de l'OIF. Hop. Rebonjour Grégory, et j'en profite, n'hésitez surtout pas encore à poser vos questions et échanger dans le chat. On pourra y revenir tout à l'heure au moment des questions-réponses. C'est à vous, Grégory. Oui, rebonjour tout le monde. Donc, je suis Grégory Robert, spécialiste de programme maintien et consolidation de la paix au siège de l'OIF à Paris. Merci beaucoup à l'Institut français et à la DCSD de m'avoir convié à ce webinaire. Enfin, pour moi, c'est très intéressant, notamment lors de la séquence des questions-réponses, que je serais très preneur d'avoir un sens, une compréhension de vos attentes par rapport aux besoins qui se posent sur le terrain auprès de vos apprenants. Donc, je pense que aussi bien la DCSD et l'OIF seront preneurs de ça et on pourra réfléchir ensemble à comment on peut répondre à vos attentes. J'ai préparé une petite présentation et je vais vous la partager. C'est juste pour faciliter un peu le suivi. Il y a un carnet un peu plus ce dont je vais vous parler assez rapidement. Comment on fait? Et je crois que ça marche, ça fonctionne. Ça s'affiche, c'est bon. Ouais. Donc, une présentation rapide, je ne vais pas tout aborder, juste aborder l'essentiel. Peut-être à partir du deuxième point, c'est vous rappeler quelle est un peu la rationalité derrière qui justifie l'appui de la francophonie au maintien de la paix. Vous donner aussi un aperçu de la stratégie et des axes d'intervention de l'OIF, les outils en appui à la mise en œuvre de cette stratégie et peut-être vous donner quelques exemples sur nos activités récentes qui quasiment toutes sont menées en partenariat avec la France, les alliances, les instituts français, la DCSD également, et je finirai aussi sur quelques éléments de perspective. Donc moi, j'appartiens à la direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique. C'est au sein de cette direction que sont menées nos activités en appui au maintien de la paix des Nations Unies. Donc, j'insiste un peu sur le volet politique, paix, démocratie, droits de l'homme, parce que c'est un domaine d'intervention qui reste assez méconnu par rapport à d'autres domaines d'intervention comme la promotion de la langue française, la diversité culturelle ou l'éducation, la formation et l'enseignement supérieur. Et pour entrer dans le vif du sujet, pour un peu vous donner, partager avec vous quelques éléments qui justifient
le soutien de la francophonie au maintien de la paix des Nations Unies, c'est un constat qui est assez simple. Donc, sur les 12 opérations de maintien de la paix des Nations Unies actuellement en cours, 16 sont déployées dans l'espace francophone. Il y a bien évidemment les 3 plus grandes missions francophones les plus connues, la MINUSMA au Mali, la MONUSCO en RDC et la MINUSCA en Centrafrique. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, la FINUL au Liban. Il y a aussi une mission de maintien de la paix à Chypre, une également au Kosovo, la MINURSO au Sahara occidental. Et je crois que j'ai fait le tour des pays hôtes d'une mission appartenant à la francophonie. Donc, on a 7 sur 12 opérations déployées dans des pays membres de la francophonie, considérés comme appartenant à l'espace francophone. Et on sait aussi, ça a été longuement documenté, que le français, lorsque c'est la langue du pays hôte, il va contribuer à améliorer la performance du personnel civil, militaire et policier déployé sur le terrain. Donc ça va participer d'une plus grande acceptation de la force auprès des populations locales. Et aujourd'hui, on a eu aussi une évolution plus substantielle des opérations de maintien de la paix. Donc ce n'est plus seulement une force d'interposition, mais c'est des missions qui ont des mandats multidimensionnels en lien avec la consolidation de la paix, donc la perspective de long terme, avec des tâches qui recouvrent la protection des civils, l'appui aux processus électoraux, à la justice transitionnelle, la réforme des systèmes de sécurité, toutes tâches qui nécessitent des interactions étroites avec les populations et les autorités locales et qui justifient en fait que le personnel, les casques bleus déployés sur le terrain puissent maîtriser par souci de performance la langue française lorsque c'est la langue du pays hôte d'une mission. Et en dépit de ce constat, les chiffres nous disent que la participation du personnel en uniforme francophone dans ces opérations reste très limitée. Donc en avril 2022, on comptait environ 27% du personnel en uniforme ressortissant des États francophones. Donc ça reste très limité et le chiffre est encore plus alarmant pour le personnel en uniforme féminin francophone. Il est environ de 2%. Quelques raisons qui expliquent cela. Enfin, moi, j'en citerai la principale, c'est les standards assez élevés que fixent les Nations Unies pour permettre aux États de pouvoir déployer du personnel dans des missions. Donc, ce sont souvent des standards assez élevés en termes de formation et d'équipement. Et certains États contributeurs francophones peuvent avoir du mal à satisfaire pleinement à ces standards fixés par les Nations Unies. Et donc, pour répondre à cette question et renforcer la participation des francophones dans les opérations de maintien de la paix qui sont majoritairement déployées dans notre espace, on a articulé nos interventions autour de 3 objectifs. Le premier objectif, c'est une présentation un peu en entonnoir, il est davantage stratégique. Contribuer au maintien de la paix, ce n'est pas uniquement pour les francophones de déployer des troupes militaires ou policières, mais c'est aussi participer aux grands débats, aux grandes négociations, aux grandes discussions sur le maintien de la paix qui ont généralement lieu à New York. Et on va avoir 2 objectifs davantage programmatiques ensuite. Pour le personnel francophone, on va renforcer ses capacités techniques pour leur permettre de correspondre aux standards fixés par les Nations Unies en termes de formation et faire en sorte que leur engagement, leur promesse de déploiement puisse être acceptée par l'ONU. Et le troisième objectif programmatique qui vous intéresse plus, ça va être pour les non-francophones, accroître la participation francophone dans les missions de maintien de la paix, c'est aussi former à la langue française ceux qui ne sont pas francophones. Pour réaliser ces objectifs, on a développé un certain nombre d'outils. Garance en parlait tout à l'heure, un premier outil qu'on a développé en 2016, je crois, de mémoire, lors de la première ministérielle sur le maintien de la paix dans l'espace francophone organisée avec le MAE français. On a lancé l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix en partenariat notamment avec le ministère français des Armées.
Et le site de l'Observatoire, dont je vous ai fait une capture d'écran et qui s'affiche maintenant, il met notamment en ligne des publications sur les grands enjeux du maintien de la paix. Donc ça peut être très intéressant pour vous qui vous intéressez à ces thématiques-là, y compris en lien avec la dimension linguistique. Et moi, je vous encourage vraiment à visiter régulièrement ce site parce qu'il il rend accessible plusieurs outils d'intérêt, et ça vous permet aussi d'être au courant de l'actualité sur le maintien de la paix et des différents événements qu'organise l'Observatoire Boutros-Ghali en lien avec nos sujets. Et là, je pense notamment, il y a une dizaine de jours, on organisait avec l'OBG, l'acronyme, un webinaire sur le maintien de la paix en Asie du Sud-Est, avec beaucoup d'éléments sur la langue française et sa maîtrise par les pays contributeurs d'Asie de l'Est et du Sud-Est. Donc, n'hésitez pas à regarder ce site, à vous inscrire à sa lettre d'information, ainsi que sur ces différents réseaux sociaux. Donc là, avec cet outil, on est davantage sur le côté stratégique et avec l'idée que lorsqu'il y a des discussions sur les enjeux du maintien de la paix, les États contributeurs francophones puissent avoir des éléments de compréhension et contribuer activement aux différentes négociations. Un autre outil qu'on a développé et qui est aussi piloté par l'Observatoire Boutros-Ghali, c'est le réseau d'expertise et de formation francophone pour les opérations de paix. Il est hébergé sur le site internet de l'Observatoire. Les objectifs sont essentiellement doubles. Un, c'est favoriser la mise en réseau des écoles de formation francophone au maintien de la paix. Et beaucoup d'entre elles sont les écoles nationales à vocation régionale, les ENVR. Donc, c'est ce qu'Agnès mentionnait tout à l'heure. Et un deuxième objectif du REFOP, c'est de valoriser l'expertise francophone, qu'elle soit civile, militaire ou policière, avec l'idée de donner davantage de rayonnement à des profils francophones qui peuvent être recherchés au sein des différentes missions de maintien de la paix. Et là, je voulais insister sur le vivier d'experts du REFOP. Donc, c'est un vivier qui a vocation à valoriser, comme je le disais, l'expertise francophone. Et l'idée, c'est vraiment que les institutions, les partenaires, quand ils ont besoin d'une expertise francophone, puissent aller dans ce vivier et puiser des candidats qui pourraient être intéressants pour mener des actions de coopération. Et moi, le point sur lequel je voulais insister avec vous, c'est qu'on a créé une filière, un domaine de spécialité qui s'appelle enseignement du français en environnement, sécurité, défense. Et donc, n'hésitez pas à relayer cette information auprès de vos différents interlocuteurs, parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte souvent sur le terrain, c'est que on avait des idées de projets de renforcement des capacités linguistiques à mettre en œuvre en environnement sécurité défense, et bien souvent, on avait un problème d'expertise au niveau des enseignants. Et à travers ce vivier, l'idée, c'est notamment d'avoir des experts qui ont une expérience assez riche dans le domaine. Donc, n'hésitez vraiment pas à relayer l'info et même peut-être pour certains d'entre vous, à vous y inscrire dans ce vivier. Un autre outil aussi, ça va être les formations techniques. Donc là, je vais passer rapidement parce que ce n'est pas vraiment l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Récemment, avec la DCSD, on a organisé une formation de formateurs francophones au maintien de la paix. C'était à l'école militaire. On a organisé aussi avec la France une formation de prédéploiement pour les officiers militaires féminins à Carouge, en Suisse. Première aussi formation francophone pour les cadres des missions de maintien de la paix organisées avec la France à Abidjan en mars-avril 2022. J'évite, mais je vais vous envoyer ensuite ma présentation PowerPoint, donc c'est pas la peine de prendre des notes dans le détail. Récemment aussi, on était à Marrakech avec la France également pour une formation pour les conseillers militaires chargés du genre dans les opérations de maintien de la paix. Et on organise souvent aussi avec le réseau Francopol, le réseau francophone des écoles de formation de police et la division de police des Nations Unies, des formations sur
le processus de recrutement au sein des composantes police des missions. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que sur la partie technique, les priorités du moment, comme le montrent les différentes actions que je viens de défiler, c'est surtout le genre, donc que ce soit la participation des femmes dans des opérations de maintien de la paix ou former des conseillers qui auront pour rôle de rendre les mandats des opérations davantage sensibles au genre. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on ne travaille pas uniquement sur les militaires, avec les militaires, mais aussi avec les policiers et les civils. Et ce qui nous semble être aussi un bon format en termes d'action, c'est le format formation de formateurs qui permet de démultiplier les actions en favorisant l'émergence d'un vivier national de formateurs locaux. Et là, ce qui nous intéresse le plus, ça va être les formations linguistiques. Comme Garance l'a dit, on a développé avec la DCSD à partir de 2011 une méthode de français sur objectifs militaires, spécifiquement conçus pour le futur, enfin pour les futurs casques bleus. Je salue Caroline Emraz, qui je crois est avec nous. Donc Caroline Emraz est l'auteur principal de cette méthode. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est que dans l'onglet du REFOP qui est hébergé sur le site internet de l'Observatoire, vous avez en accès libre les fichiers PDF de la méthode, en accès libre également les pistes audio de la méthode, et on vient de lancer, enfin de reformater les exercices interactifs de la méthode en avant. De mémoire, c'est pour le niveau A1, et ils sont accessibles aussi dans l'onglet REFOP, Formation Expertise francophone, ici du site internet de l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix. Et c'est à partir de cette méthode-là qu'on va développer nos actions de coopération. En résumé, nos actions de coopération en lien avec le français sur objectif maintien de la paix. Les grandes caractéristiques sont les suivantes. Donc, on a principalement deux publics cibles, les apprenants et les enseignants. Les enseignants peuvent être locaux ou internationaux. Nos partenaires de mise en œuvre, ce sont essentiellement les instituts français sur le terrain, les alliances françaises et d'autres organismes de coopération pour l'apprentissage du français. Je pense notamment à France Éducation Internationale et au Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté. Et je salue aussi à Arnaud Panier, l'ancien directeur du CLA, qui, je crois, aussi est connecté avec nous. Et en termes de temporalité pour nos actions, on est à la fois sur le pré-déploiement et le post-déploiement, avec plus d'actions en pré-déploiement qu'en post-déploiement dans une opération. Des activités récentes en post-déploiement, c'était une initiative pilote qu'on a lancée avec le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, FEI et l'ONU. C'était un projet pilote de renforcement du dispositif d'enseignement du français pour le personnel militaire de la MINUSMA. Il s'est achevé en mars 2022. Ça a consisté à former les 6 apprenants maliens de l'opération de maintien de la paix de la MINUSMA aux Français sur objectifs spécifiques. On les a formés aussi, FEI, sur l'élaboration de matériel complémentaire à la méthode en avant. Et un résultat aussi, ça a été de créer une filière spécifique pour les militaires au sein du dispositif d'enseignement du français de la MINUSMA. C'est-à-dire qu'avant le projet, civils, policiers et militaires étaient dans la même classe, et la méthode d'apprentissage était du FLE et non pas du FOSS, avec une méthode qui était généraliste alter ego. Et dans le cadre de ce projet-là aussi, l'appui a consisté à aider la MINUSMA à créer cette filière spécifique pour les militaires. Et une autre action récente, c'est en Asie du Sud-Est, au Cambodge, au sein de l'école de maintien de la paix du Cambodge à Udong, avec la France et l'Institut français. On a donné des cours à près de 25 militaires cambodgiennes qui ont été déployés récemment en Centrafrique, au Liban et au Mali. On forme aussi actuellement des carabiniers moldaves, donc c'est l'équivalent en franco-français de la gendarmerie. Et ça, c'est toujours en cours. Et là, ce n'est pas une photo de la Moldavie, c'est la photo d'un cours
de prédéploiement pour les policiers individuels qui est organisé en ce moment en Roumanie à l'école de gendarmerie roumaine. Et là où c'est intéressant, c'est que les Moldaves à qui on a appris le français ont eu le niveau pour ensuite aller faire une formation technique organisée par l'école de gendarmerie romaine. Et ça, je reviendrai là-dessus en conclusion. On essaie de travailler sur ce continuum-là entre formation linguistique et technique, c'est-à-dire qu'un prérequis pour de la coopération francophone dans le domaine de la sécurité et de la défense, c'est avoir un minimum de maîtrise de la langue française. Et le modèle qu'on a fait, le schéma qu'on a utilisé avec les carabiniers moldaves, leur donner des cours de français pour ensuite qu'ils aient le niveau pour participer à des formations techniques substantielles sur le maintien de la paix, c'est quelque chose qu'on veut reproduire dans d'autres géographies. On a formé aussi en lien avec la DCSD et le CLA, les lecteurs FLE, une quinzaine qui devaient être déployés dans différents pays au sein d'institutions de défense ou de sécurité intérieure. Donc ça, c'était l'été dernier à Besançon. Caroline était là. Donc, pour résumer, c'est une formation au français sur objectifs spécifiques. On a actuellement aussi un projet de cours de français pour les forces armées rwandaises, les forces de défense rwandaises, pardon. Ça a commencé en août dernier, c'est en lien avec l'Institut français du Rwanda. On fait aussi la même chose au Ghana, où là on était plus sur les enseignants et moins sur les apprenants. Donc on a travaillé avec le CLA sur le renforcement des capacités des enseignants en matière de FOSS et en matière de redynamisation des pratiques de classe. Pour finir sur les perspectives, pour aller très vite, on réfléchit avec la DCSD sur la manière qui soit la plus appropriée pour moderniser la méthode en avant, notamment, enfin, à la fois sur le fond et sur la forme. Sur la forme, est-ce qu'il n'y a pas l'opportunité de développer, de dématérialiser davantage la méthode? Sur la substance aussi, la rendre plus appropriée par rapport aux nouveaux besoins du maintien de la paix qu'on observe sur le terrain. Deuxième perspective et deuxième défi pour nous, c'est cette fameuse approche globale du renforcement des capacités francophones qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est-à-dire créer une continuité entre la formation linguistique et la formation technique. On essaye aussi de recourir de manière plus régulière au format formation de formateurs parce que ça permet d'être beaucoup plus efficient, à mon sens, et d'avoir plus d'impact, in fine. On essaye aussi de renforcer la prise en compte de l'interculturalité dans nos cours de français, c'est-à-dire profiter des cours pour sensibiliser le public aux réalités socioculturelles des pays comme le Mali, la Centrafrique ou la RDC qui peuvent être très différents des pays dont sont originaires le personnel qui est déployé en mission. On essaye aussi de se diversifier sur le plan géographique, donc ça nous intéresse beaucoup de faire davantage en Asie, en région ANMO et aussi dans les pays d'Europe centrale et orientale. Et un dernier point, Agnès l'avait évoqué aussi, on veut vraiment aussi améliorer le continuum entre la formation et le déploiement. S'assurer que ceux qui ont suivi des formations, notamment en langue française, puissent effectivement être déployés en définitive dans une opération de maintien de la paix. Et j'en ai fini et je pourrais sans problème vous partager ma présentation. Bah ouais, vraiment, merci beaucoup Grégory pour cette présentation super détaillée, vraiment de toutes les actions, c'est hyper intéressant. Ça amènera, je pense, pas mal de questions et de futures collaborations, parce que voilà, il y a plein de choses aussi que je ne connaissais pas. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette présentation détaillée. Et du coup, encore une fois, bah, j'en profite aussi pour saluer nos collègues du Français des Affaires qui sont parmi nous, hein, la Chambre de commerce d'industrie de Paris, qui sont également là. Alexandre, je vois, qui nous salue dans le chat. Et ses équipes sont aussi avec nous. Et je cède du coup sans plus attendre la parole à Marguerite avant qu'elle ne se rende à la plage pour ses vacances. Voilà, et pour nous parler des enjeux du coup du développement du français militaire en Arabie Saoudite.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Bonjour. Donc, je me présente, je suis Marguerite Bickel, je suis la directrice générale des Alliances françaises en Arabie Saoudite. Je parle aujourd'hui collectivement au nom de mes collègues, donc l'attaché de coopération pour le français et les collègues de la mission militaire de l'ambassade de France à Riyad. Donc, rapidement, un point sur le contexte. La coopération linguistique militaire existe depuis plus de 10 ans en Arabie, avec des vrais efforts d'investissement de la part de nos partenaires saoudiens. Il existe depuis de nombreuses années donc un institut militaire des langues qui opère pour l'armée de terre et qui forme chaque année 40 officiers saoudiens. On les amène jusqu'au DELF A2. Et les meilleurs d'entre eux sont ensuite sélectionnés et peuvent partir à l'école de guerre en France. Sur les enjeux récents, l'objectif donc pour cette nouvelle rentrée qui commence la semaine prochaine, c'est d'adapter l'enseignement au contexte professionnel militaire et de passer donc d'un enseignement FLE à un enseignement FOSS avec la méthode en avant. On va mettre en place donc une formation de formateurs pour les enseignants de l'Institut militaire des langues avec l'auteur de la méthode Caroline Raz au mois de décembre. Nos principaux enjeux sur cet aspect, c'est l'alphabétisation, puisque de nombreux officiers saoudiens ne sont pas anglophones. Donc, on doit mettre en place un premier mois d'initiation à l'alphabet latin, avec une méthode bilingue qui est bonjour et bienvenue français-arabe, qui est la méthode développée par les éditions Didier Fleu. Donc, on va faire une espèce d'unité zéro pour travailler sur cet aspect alphabétisation. Et puis, notre deuxième enjeu, c'est que c'est une méthode qui n'est pas extrêmement adaptée au monde arabe, ni en termes de contenu, ni en termes de personnages, ni en termes de contextualisation. Donc, je pense qu'on va devoir créer des documents parallèles, mais on travaille avec les collègues sur une possible adaptation de la méthode. Un deuxième axe de travail avec les collègues, c'est l'ouverture à d'autres corps d'armée, par exemple l'armée de l'air ou la marine, notamment avec le projet qui est développé au Brésil d'une formation hybride avec la méthode en avant, ce qui permettrait de pallier au déplacement constant de ces différents corps d'armée avec une formation du coup à la fois en ligne et en présentiel. Et enfin, le troisième axe, c'est le renforcement des compétences techniques des traducteurs militaires avec des modules de traduction instantanée et tout un travail sur le lexique militaire. Donc, voilà un petit peu pour les grands projets Arabie Saoudite, donc avec une année 2022 qui s'annonce riche en projets. Donc, voilà pour moi. C'est clair, et 2023 surtout. Et 2023 surtout. Fin 2022 et 2023, on se projette. C'est ça, c'est ça. Bah, vraiment, merci beaucoup Marguerite d'avoir partagé les enjeux d'Arabie Saoudite avec nous. Pour la petite histoire, c'est vraiment voilà, avec un échange qu'on avait eu, toi, et avec Émilie aussi, qu'on a eu l'idée de ce webinaire, parce qu'on pense qu'il y a quand même pas mal de choses à partager, à mutualiser dans ce domaine-là. D'où ce premier rendez-vous consacré aux Français militaires. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer ça. Je reviendrai tout à l'heure sur notre espace collaboratif en ligne et pouvoir un peu mutualiser toutes les super productions et les ressources proposées dans le réseau. Voilà, et donc merci encore à toi et à très bientôt. À très bientôt. Et du coup, on continue notre petit tour du monde des alliances et des instituts, et je laisse du coup la parole à Émilie et Violaine à Rio qui vont nous parler un peu du dispositif hybride dont vient de parler justement Marguerite. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Martin pour cette invitation. Merci à l'Institut français. Donc effectivement, Émilie Jacamon, je suis directrice pédagogique de l'Alliance de Rio et en charge également de la coordination pédagogique des alliances au Brésil, des 34 alliances au Brésil. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Violaine Muller, qui est donc coordinatrice pédagogique à Rio, et plus spécifiquement dans le cadre de cette intervention, cette présentation interviendra pour parler du cours de français militaire dont elle a été et dont elle est chef de projet. Alors, je vais sans plus tarder partager ma présentation. Je fais tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Ça doit s'afficher à l'écran. Il faut peut-être que j'agrandisse. Non, c'est parti. Non, mais on va le laisser comme ça, on arrive très bien à lire. lire. Oui, ça va.
D'accord. Oui. De toute manière, elle sera mise à disposition par la suite. Voilà, peut-être que c'est mieux comme ça. Bon, je vais revenir là. Donc, pour vous présenter quelques éléments de contexte pour commencer, au Brésil, le public militaire est très représenté et en forte croissance. C'est un public qu'on n'identifiait pas forcément il y a une dizaine d'années dans le réseau des alliances françaises, mais aujourd'hui, on a une dizaine d'alliances qui, de près, de loin, plus ou moins régulièrement et plusieurs moins de façon conséquente, ont au sein de leur offre de cours une offre dédiée à un public militaire. Un des constats qui a été fait jusqu'au début de la pandémie, c'est qu'il était très difficile de garantir la participation de tous les apprenants. On a observé un grand problème d'assiduité qui est lié en partie aux déplacements fréquents que les militaires sont amenés à effectuer, les missions, et puis des horaires qui ne sont pas toujours compatibles avec leur rythme de travail. Les cours ont toujours été proposés jusqu'à la pandémie de façon synchrone et synchrone présentielle physique, et puis ont basculé sur Zoom en mars 2020. Mais la demande qui revenait fréquemment de la part des partenaires et notamment de notre coopérant défense ici à Rio, Ioannis Vinek, de la coopération éducative qui était représentée à l'époque par Maglone Orléans-Latsou et qui aujourd'hui, donc, la coopération éducative est représentée par Hélène Ducry, qui, je crois, est présente et que je salue. La demande qui revenait fréquemment, c'était de pouvoir mettre à la disposition de ce type de public une offre standardisée en ligne, donnant accès à plus de flexibilité et plus d'autonomie pour ces apprenants. En parallèle, les alliances étaient dotées courant 2020, début 2020, d'une plateforme de contenu en ligne, d'une plateforme LMS OpenEDX, qui donc a pour objectif de centraliser et d'accueillir l'ensemble des contenus numériques des alliances françaises. Cette plateforme a été lancée en février 2020. Elle accueille actuellement, et elle accueillait à ce moment-là, des contenus de présentiel enrichis de la méthode qui a été adoptée par les alliances françaises, des FIL, de Maison des Langues, mais qui a la possibilité de proposer des contenus de formation numérique, de cours hybrides. Et il y a 2 ans, donc nous étions à la fois face à cette demande à laquelle nous souhaitions répondre et à l'envie de tester de façon plus approfondie et de comprendre un peu mieux le fonctionnement de cette plateforme, puisque moi j'ai pris mes fonctions il y a 2 ans aussi, avec Jean Bourdin, directeur général et coordinateur national des Alliances. Nous souhaitions tester véritablement cette plateforme et donc nous avons souhaité aligner les planètes et mettre la main à la pâte sur le cours hybride militaire. En parallèle, on a mené quelques études de marché qui nous ont montré que le public brésilien était un public friand de contenu numérique. Au Brésil, on passe beaucoup de temps sur Internet, on passe beaucoup de temps à apprendre sur Internet, que ce soit sur téléphone, tablette. Les réseaux sociaux sont très utilisés. Donc, c'était aussi l'occasion pour nous de se former d'un peu plus près, de réfléchir à la construction d'une offre de cours innovante. Nous avons souhaité expertiser cette démarche par le CAVILAM et donc être associé par un organisme référent à la matière de qualité en ingénierie pédagogique. Et donc, le CAVILAM nous a accompagnés sur cette démarche pendant l'année 2021. Et puis, c'était aussi l'occasion de travailler en réseau et d'associer davantage les alliances françaises du réseau. Et je salue aussi, je crois les avoir vus, quelques concepteurs qui ont participé donc au cours, Guillaume Perche, Marcela Imperiano, des Alliances françaises de Brasilia et de Florianópolis. Nous avons aussi été accompagnés par les Alliances françaises de Porto Alegre, de Niterói et les équipes de Rio. Et l'objectif, c'était de pouvoir se doter d'équipes formées, de monter en compétences au sein du réseau en interne, pour pouvoir assurer aussi une pérennité en matière de continuité des projets.
Et je terminerai, je passerai ensuite la parole à Violaine en disant aussi que tout ce projet a été financé grâce à une aide de l'ambassade. Nous disposons d'une aide annuelle dans le cadre d'une subvention ambassade Association brésilienne des Alliances françaises. Et d'un commun accord, nous avons souhaité investir en priorité sur ce projet pour pouvoir former les équipes, développer les contenus et se doter aussi des logiciels numériques indispensables au bon déploiement du cours. Voilà. Et donc, je cède la parole à Violaine qui va vous présenter plus en détail le contenu de la formation. Merci, Émilie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, Martin, pour ce rendez-vous. Donc, moi, je vais vous parler spécifiquement du cours que nous avons conçu à Rio. C'est un cours qui est 100% en ligne, qui est basé sur la méthode en avant, le tome 1, donc qui couvre le niveau A1 du cadre de référence pour les langues. Ce cours est destiné principalement donc, aux militaires brésiliens qui n'ont aucune ou très peu de connaissances en langue française. Il consiste en environ 120 heures d'apprentissage en autonomie sur la plateforme dont a parlé Émilie juste avant, qui est une plateforme LMS qui s'appelle Espace Virtuel Alliance Française. Donc, c'est la plateforme nationale des Alliances françaises du Brésil. Et dans ce cours, on va retrouver des exercices interactifs qui ont été numérisés d'après la méthode en avant. On va retrouver aussi des capsules animées pour, par exemple, des conjugaisons, des informations sur la grammaire aussi. On a aussi proposé des podcasts qui sont des interviews de militaires brésiliens qui travaillent à la fois dans le monde francophone et dans le monde brésilien militaire. Donc, ce sont parfois des personnes qui sont déjà parties en mission de maintien de la paix dans des pays francophones, qui sont revenues ici. On a pu interviewer ces personnes pour qu'ils nous donnent un petit peu qu'ils nous fassent un retour, un rétex sur l'utilisation du français lors des opérations de maintien de la paix, l'importance du DELF notamment, puisque c'est un diplôme qui est important, en tout cas ici au Brésil, pour qu'ils puissent partir ensuite en mission de la paix, pour montrer qu'ils possèdent un niveau de langue, un minimum de niveau de langue en français. Et aussi, on va retrouver dans le cours des vidéos de professeurs sur des points grammaticaux. C'est au cours de l'année dernière, 2020-2021, l'Alliance française de Rio s'est dotée d'un studio. Donc, on a pu, après la formation de quelques professeurs, filmer des professeurs qui ont pu donc construire des contenus qu'on a ajoutés au cours et donc à la méthode en avant pour que ce soit un petit peu plus dynamique, puisque c'est un cours qui est presque 100% en autonomie. En tout cas, la partie en ligne sur la plateforme est en autonomie, où on va retrouver donc tous les exercices dont je viens de vous parler, tous ces contenus, plus un entraînement au DELF A1, qu'on retrouve bien sûr aussi dans la méthode en avant, plus des évaluations qui consistent en fait à vérifier tout ce qui est compréhension orale, compréhension écrite et structure de la langue, donc grammaire, lexique, sur les 5 unités de la méthode en avant, et qui permet sur notre plateforme de débloquer des badges qui sont ensuite que l'on peut partager sur les réseaux sociaux. Donc c'est la petite touche sympa et ludique pour les apprenants. Aujourd'hui, ce cours, donc je vous le disais, il est 100% en autonomie, mais on y a ajouté donc une partie hybride qui consiste en fait à 25 heures de rencontres synchrones. Donc c'est ici à Rio, une fois par semaine, les apprenants, les groupes d'apprenants se rencontrent sur Zoom avec le professeur qui est aussi leur tuteur sur la plateforme. Et ils se rencontrent en fait pour pratiquer les contenus qu'ils ont vus en autonomie en amont, pour pratiquer la production orale et les interactions orales qui sont quand même essentielles. Et puis voilà, pour aussi poser toutes leurs questions sur tout ce qu'ils ont appris en autonomie auparavant. Pour que ce soit un petit peu plus concret, je voulais vous montrer à quoi ressemble en fait notre plateforme et à quoi ressemble le cours. Donc, Émilie, je ne sais pas s'il faut que est-ce que je peux partager directement? Ouais, voilà, parfait. Alors.
Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, ça Oui. s'affiche. Donc voilà, notre cours s'appelle OFM, Objectif français militaire. À l'intérieur, on va retrouver en fait les 5 unités de la méthode en avant. À l'intérieur de chaque unité, on va retrouver les leçons comme dans la méthode, la leçon 1, la leçon 2, la leçon 3, qui sont réservées vraiment au lexique du français militaire, au contexte militaire. Et puis la leçon quartier libre, qui est un petit peu plus de français général. Une partie culture, une partie d'entraînement au DELF, une partie podcast dont je vous parlais tout à l'heure, une partie d'évaluation qui permet de débloquer les fameux badges, et puis bien sûr des forums. Pour vous montrer un petit peu plus en détail, à l'intérieur, on va retrouver une arborescence un peu spécifique avec, par exemple, des jeux pratiques qui permettent aux élèves de regarder donc des vidéos de points grammaticaux et ensuite de faire des exercices. Donc voilà, par exemple, alors je ne vais pas vous montrer peut-être tout ça, mais simplement voilà comment ça se présente. Donc par exemple sur les adjectifs de nationalité, ensuite avec des exercices. Les exercices ont été créés via H5P, qui permet en fait de créer toutes sortes de typologies d'exercices. Donc voilà par exemple ce qu'on pourrait trouver sur la plateforme. On va trouver également donc la partie podcast. Par exemple, ici, donc on a appelé Retex, du coup, retour d'expérience pour les militaires. On va retrouver à chaque fois, par exemple, une photo du militaire ou de la militaire interviewée avec son titre et puis un podcast assez court. Dans l'onglet ici progression, on va retrouver les badges dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui sont pour les 5 unités qu'on peut ensuite partager une fois qu'on a obtenu une note suffisante sur les réseaux sociaux. On va retrouver aussi une cytographie militaire, une cytographie générale du français pour avoir des exercices supplémentaires, et puis une cytographie militaire où on va retrouver le site des Nations Unies, l'armée de terre, aviation, etc. On va retrouver des dictionnaires, des traducteurs, des fiches de vocabulaire que nous avons créées spécialement pour les militaires ici au Brésil, donc avec les grades, la tenue, l'organisation de l'armée, les armes, la vie sur la base. Discussion, c'est pour les forums. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour pour que vous ayez une idée de ce que représente ce cours pour nous. Voilà pour moi. Bah, merci beaucoup. Bon. Ouais, juste, pour terminer, juste, pour conclure. pardon Martin, pour conclure. Bien sûr. Pour faire un retour un peu sur comment se passe le cours en fait aujourd'hui, parce que c'est bien beau d'avoir tout ce dispositif mis en place, mais là on était en classe pilote depuis plus d'1 an pratiquement. Et Émilie, je ne sais pas si tu veux. Oui, vas-y, continue. J'affiche juste cette partie-là. D'accord. Donc aujourd'hui, en fait, on se rend compte que le dispositif qu'on avait pensé tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas forcément évident à mettre en place pour plusieurs raisons. En fait, les apprenants n'avancent pas au même rythme sur la plateforme. Donc, c'est assez compliqué. C'est un cours qui est plutôt intensif, qui correspond à plus ou moins 5 heures de travail en autonomie par semaine, plus 1 heure de rencontres synchrones. Donc, les apprenants ont parfois du mal à respecter le programme et les calendriers, ce qui pose problème pour l'enseignant ensuite pour faire les pratiques orales lors des rencontres synchrones. On a aussi quelques complexités techniques pour la gestion en fait du cours, la gestion des inscriptions, etc. On a un coût financier qui est quand même important parce que même si on a un cours qui est en grande partie en autonomie, ça implique du tutorat, donc il faut aussi rémunérer les enseignants ou l'enseignant en tout cas qui s'en occupe. Donc voilà, c'est beaucoup d'heures de travail. Donc aujourd'hui, le coût financier est quand même, pour trouver un équilibre, c'est pas simple. Et donc ce résultat aujourd'hui nous amène à avoir une réflexion pour 2023 et peut-être faire évoluer ce cours et le passer 100% en autonomie.
pour que ce soit plus agréable pour les apprenants aussi, qu'ils ne soient pas tenus en fait à un calendrier spécifique, mais qu'ils puissent accéder aux cours quand ils le souhaitent, le temps qu'ils le souhaitent, avec peut-être des rencontres pédagogiques pour pratiquer toujours les interactions orales, mais plutôt à la carte, en fonction des besoins de chaque apprenant. Voilà. Merci. Et peut-être juste pour compléter, merci Violaine, dans le cadre d'un cours 100% autonomie, finalement, on n'est plus dans une offre de service, mais dans une offre de produit, ce qui fait qu'au Brésil, la personne va acheter, faire l'achat du cours, aura 7 jours de rétraction possible et ensuite voilà, ne pourra plus demander des remboursements. Au Brésil, on fonctionne beaucoup sur des offres de paiement mensualisées. On paye en 6, 7, 10 fois. Et ça, c'est une gestion financière qui est lourde, administrativement parlant également. Et on souhaite aussi voilà, faciliter vraiment cet achat. Et un autre point qui nous a semblé important, c'est quand voilà, dans l'achat 100% en autonomie, on perd moins de monde au moment du démarchage des prospects. On avait plusieurs personnes intéressées par le cours, mais dès lors qu'on leur propose un horaire unique au sein d'un groupe unique, finalement, on a des problèmes de disponibilité et de compatibilité des horaires. Donc, on se dit que ce sera plus, ça permettra de cibler ou en tout cas d'accueillir plus de monde. Voilà, merci. Vraiment, merci beaucoup Violaine et Émilie pour cette présentation aussi vraiment très, très inspirante, je pense, pour pas mal de collègues. On voit bien que ouais, c'est encore en phase test, en phase pilote, que ça risque d'évoluer, mais il y a déjà, je pense, un gros potentiel en tout cas de partage et d'adaptation peut-être à creuser ensemble et avec le réseau. Et ça répond peut-être à la question justement du lieutenant-colonel Christian Dubois qui demandait si le support était accessible à tous sur le web. Pas encore, mais peut-être voilà, qu'on va y travailler ensemble pour faire en sorte que ce dispositif vraiment hyper innovant et tout le travail d'ingénierie pédagogique qu'il y a derrière puisse peut-être bénéficier aussi au plus grand nombre. On verra bien comment ça évolue ensemble. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et avant de céder la parole, peut-être juste le temps que Christian allume son micro. On avait une petite question là avant que je l'oublie sur la date de parution éventuelle d'un niveau B2 pour En Avant. Est-ce que quelqu'un aurait une réponse ou pas? Est-ce que c'est prévu? Et non, pas de réponse. On y reviendra après. Alors, non, pardon, on n'avait pas mis le micro, pardon. Pardon. Non, alors après, ça revient un petit peu à ce que Grégory et Robert me disaient, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur la refonte des outils. Pour l'instant, on est plus sur une refonte du A1 et du A2 qui sont quand même plus utilisés en termes de nombre et plus imprimés et plus expédiés, etc. Donc, ça fait partie des réflexions, mais ce n'est pas la priorité pour l'instant. Voilà, tout en sachant que le B1 tend vers quand même une fin de B1, début de B2. Entendu. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Et du coup, je cède la parole à Christian Dubois qui va pouvoir nous exposer un peu la situation en Tunisie. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend? Ok, très bien. 5 sur 5. C'est à peu près comme ça qu'on fait. Je salue tous ceux que je connais, Garance, Caroline Draz. Je connais aussi notre coopérant au Brésil. Hein. Donc, s'il est sur la fréquence ou si vous pouvez le voir prochainement, saluez bien pour moi. Johan, qui est de ma promotion. Ah. Donc, bonjour Caroline. Alors, en 2 mots, donc, je suis lieutenant-colonel de l'armée de terre. Je suis arabisant et donc je suis sur un cursus où je passe beaucoup de temps dans les pays arabes au contact des armées partenaires. Donc, à ce stade, je suis officier de liaison auprès de l'École supérieure de guerre de Tunis, qui est tout à fait l'équivalent de celle de Paris. Et j'y suis depuis l'été 2021. Alors, je suis aussi un des prédécesseurs de Garance. J'ai servi à la DCSD de 2017 à 2019, où j'ai eu, entre autres tâches, justement d'initier les travaux de refonte de la méthode En Avant. Je vois qu'il y a une vraie inertie qui était prévisible et annoncée pour les raisons qu'on connaît.
Et je me réjouis qu'en fait, ce qu'on projetait de faire soit déjà à l'œuvre dans les pays. Mais voilà, j'appelle de mes voeux, bon, c'est pas dans ma main, mais j'appelle de mes voeux un outil global qui permettrait de faire profiter de ça à tout le monde. Voilà. Et je salue aussi la Mauritanie, parce que je vois que Mohamed m'a dit merci Christian. J'ai servi en Mauritanie aussi. Voilà. Mon rôle ici, inséré au sein des forces armées tunisiennes, est de contribuer à améliorer la formation des élites des armées tunisiennes. Donc, je suis conseiller auprès de l'École supérieure de guerre et de l'Institut de défense nationale, qui est l'équivalent de l'IHEDN, ici en Tunisie. Voilà. Et j'ai une troisième casquette depuis l'année dernière. J'ai élargi le costume en devenant chef de projet pour l'enseignement du français auprès de toutes les forces armées, fort de mon poste passé à la DCSD, qui m'a donné d'emblée un bon point de vue global sur la situation de l'enseignement du français ici. Et du constat que j'ai fait assez vite, qui est que, en fait, contrairement à une idée reçue qui est encore officielle, hein, qui est que la Tunisie est un pays totalement francophone, il y a une réalité qui est que depuis 2011, depuis la révolution de 2011 en Tunisie, l'enseignement académique en général s'effondre et l'enseignement du français notamment. Voilà, donc il y a un vrai besoin, au moins dans notre périmètre, à sauver ce qui peut l'être. Et donc j'ai décidé de prendre, et conseiller du coup à la DCSD, donc à l'attaché de défense, de traiter le mal un peu à la source, c'est-à-dire de prendre les stagiaires où ils sont, je veux dire des jeunes officiers qui sortent, bonjour mon commandant, de prendre les jeunes officiers qui sortent de leur formation académique civile, je veux dire le bac, et quand ils intègrent les académies, donc l'école navale, l'école de l'armée de l'air, qui forment les cadets, pour qu'on les prenne. Le niveau du bac en Tunisie, en français, est estimé à un petit B1, voire même un A2. Voilà, donc on est assez loin des schémas où les Tunisiens sont tous parfaitement francophones. Et au quotidien, c'est quelque chose qu'on éprouve. C'est-à-dire que les gens ne parlent français, sans trop d'accent d'ailleurs, mais leur maîtrise du français est telle que s'installe très très vite des quiproquos. Voilà. Donc pour éviter ce mécanisme un peu mauvais, où le français finirait par péricliter et la Tunisie perdrait de son influence vers la Tunisie qu'elle cherche elle-même, on a proposé aux officiers tunisiens, à l'état-major tunisien, de soutenir financièrement, donc c'est la DCSD qui a pris la charge financière de ça évidemment, de soutenir un programme de renforcement de l'enseignement du français. Alors, donc c'est un coût qui est très important. Je remercie la DCSD et donc pour la mise en œuvre de ce programme, je suis donc chef de projet, c'est-à-dire que je supervise pour identifier le besoin, m'assurer que ce qui est fait correspond aux attentes des académies militaires et qu'il y a une vraie continuité entre l'origine avec les académies militaires jusqu'au stade ultime qui est la formation des élites, c'est-à-dire des futurs généraux tunisiens, là où je suis. Voilà, donc pour ça, évidemment, ce n'est pas moi qui fais ça tout seul. Il y a une chef d'équipe à l'IFT qui fait un travail remarquable, qui a un peu pour fonction de coordinatrice, qui s'appuie sur 25 professeurs de l'IFT qui enseignent sur 4 emprises, soit 5 écoles, et aussi sur, là pour le coup je coordonne indirectement, mais c'est à part de ce travail-là, 5 professeurs de l'Alliance française, de Bizerte, qui enseignent sur l'emprise de l'école navale. Voilà. Alors évidemment, nos outils pour faire cela, c'est... Alors, en avant n'était pas connu paradoxalement, alors que c'est un outil formidable. Donc j'ai fait connaître En Avant quand je suis arrivé, on a fait des grosses commandes, et ça y est, il est diffusé dans toutes les académies. Donc les autres outils utilisés sont bien sûr le DELF et le DALF pour évaluer tout ça. Et à haut niveau, et ça peut être un conseil que je donnerai à mes camarades qui enseignent à peu près au même niveau ou qui ont un rôle auprès des élites, qui ont déjà un bon niveau de langue. On a fait le choix d'évaluer le niveau en français à l'école supérieure de guerre avec le DFP, Relations internationales, voilà, de la CCIP. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le constat que j'avais souvent entendu de la part des lecteurs FLE, qui me remontaient du terrain quand j'étais à la place de Garance, et que j'ai constaté aussi ici, c'est qu'il y a une vraie dispersion entre la langue dont ils ont besoin pour se préparer à leurs opérations ou se préparer à leurs études, enfin, ou faire leurs études,
et le français qu'ils ont besoin d'acquérir pour passer le DELF et réussir le niveau qu'ils visent. Voilà. Donc, en analysant ça un petit peu avec mes collègues de l'IFT à Tunis, bien sûr, on a identifié que le DFP était plus ciblé plus sur un vocabulaire qui est celui qu'on utilise, nous, ici, au niveau de l'École supérieure de guerre, qui est celui des relations internationales. Voilà. Donc, si tout le monde ne connaît pas, je vous invite à aller voir sur le site de la CCIP. Je crois que les choses sont bien résumées. Mais en clair, les épreuves orales, notamment devant un jury, consistent ont une plus grande souplesse que le DELF et DALF, et les épreuves écrites sont plus ciblées vers des correspondances de type diplomatique, des fiches de synthèse, etc. Donc, ça correspond vraiment au travail que font les stagiaires que j'ai ici avec moi. Voilà. Donc, c'était un petit témoignage de terrain. J'espère avoir été assez rapide. Je ne veux pas empiéter de trop. Non, mais vraiment, merci beaucoup, Christian. Voilà. Un dernier mot peut-être pour conclure, ouais. Oui, le mot pour conclure, c'est mes espoirs sont tournés vers la DCSD et l'OIF pour vous mettre d'accord pour développer ce fichu outil qu'on cherche à produire depuis 5 ans. Parce que je crois qu'on est beaucoup à l'attendre sur le terrain, en fait. Et je trouverais dommage qu'en fait, les alliances françaises, les instituts français développent des outils dans chaque pays avec à chaque fois une dispersion des efforts et des moyens surtout, alors qu'on a à peu près tous la même vision, en fait. Merci à tous. Merci Christian. On va y travailler. Ça rejoint d'ailleurs une question d'Arnaud Panier. Peut-être on peut enchaîner sur cette partie questions-réponses parce que le temps file très très vite. On n'a plus beaucoup de temps. Mais donc je voyais une question d'Arnaud sur voilà, selon les postes et les dossiers peuvent être gérés en silo avec des aspects administrés par les attachés de défense, d'autres par les instituts ou les alliances. Est-ce qu'on a engagé une réflexion pour favoriser les synergies depuis Paris? Est-ce que Garance, tu souhaites répondre à cette question? Alors, on est sur un budget de 3 millions d'euros, en effet, sur plus d'1 million d'euros en crédit délégué, donc en cours et examens achetés dans les instituts français et les alliances françaises. Et il est impossible pour nous de le gérer depuis Paris. Nous, on travaille avec les missions de défense et les missions de sécurité intérieure. On répond à un besoin qui correspond aux stratégies de la DCSD. Donc après, c'est le terrain, en fait, qui nous fait remonter des besoins et que nous, on accompagne. C'est pour ça que ça passe forcément par les ambassades, en fait. Bah oui, on est d'accord, c'est difficile pour nous depuis Paris de pouvoir vous forcer à travailler ensemble, quoi. Eh ben, on travaille ensemble, mais c'est pas ça. nous qui allons être en contact direct avec les alliances, les instituts. En fait, ce sont les représentants sur le terrain qui sont en contact des alliances et des instituts. Voilà. Exactement. Donc on fait le maximum pour faciliter tout ça, nous aussi depuis l'Institut français. Et oui. Voilà, c'est à vous après de pouvoir, avec votre connaissance fine du terrain, de pouvoir mettre en action tous ces différents acteurs, c'est sûr, et de vous mettre autour de la table pour des projets communs. Alors, je crois que Hélène aussi voulait intervenir. Vraiment, n'hésitez pas. Alors maintenant qu'on est dans la partie questions-réponses, si vous souhaitez venir sur scène avec nous, prendre la parole, il ne faut surtout pas hésiter. Je vois qu'Hélène du Brésil nous rejoint. Et tu voulais dire quelques mots et poser des questions. Oui, peut-être juste pour rebondir sur ce que disait Christian Dubois, et puis pour répondre à la question qui vient d'être posée, donner l'exemple du Brésil. Nous, au Brésil, on a mis en place une stratégie intégrée entre la mission de défense, l'ambassade et l'Alliance française. Le projet pilote que vous ont présenté Émilie et Violette, en fait, il s'insère dans une stratégie globale qu'on a présentée, l'attaché de défense François Escaras et moi-même, à l'état-major, à l'état-major des armées brésiliennes, en mars dernier, et ce, à leur demande. Et donc, pourquoi ? Parce que les Brésiliens, en fait, ont conscience de la nécessité de former en français des officiers et des sous-officiers, essentiellement, qui ensuite sont envoyés sur les opérations de maintien de la paix. Et donc, l'outil qui a été conçu par l'Alliance française, en fait, il est à destination des militaires qui sont des militaires d'active, si vous voulez. Et la seconde partie de l'offre globale qu'on a proposée à l'état-major des armées, elle s'adresse davantage à des officiers et des sous-officiers qui seraient en formation initiale, ce que disait M. Dubois. Et puis, encore en amont,
réimplanter du français dans les lycées militaires. Parce qu'au Brésil, on est souvent militaire de père en fils, davantage que de mère en fille. Et donc, 98% des enfants qui fréquentent les lycées militaires sont des enfants de militaires. Et la grande majeure partie d'entre eux se destinent à la carrière militaire. Voilà, donc on est dans une stratégie globale de réintroduction du français dans les lycées militaires, dans les écoles militaires post-bac. Donc là, l'idée, c'est un engagement réciproque, les Brésiliens s'engageant à embaucher des profs de français et nous à les former et à développer des outils pédagogiques adaptés et à mettre en place aussi des programmes de coopération et d'échange avec les écoles militaires françaises. Et puis, pour ce qui est des militaires en poste, l'outil, là, voilà, on vous l'a présenté, Émilie et Violaine vous l'ont présenté. Voilà, pour vous dire un petit peu comment on fonctionne sur place, je pense que ça répond à un certain nombre de questions. Oui, je pense aussi. Merci beaucoup pour ce témoignage, Hélène. Je vois qu'Arnaud est avec nous. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un mot ou poser une question. Peut-être, parce que ce sera plus simple, effectivement, de passer par l'oral que de passer par le chat. C'est par paresse. Et je vois que, effectivement, que les expériences doivent être diverses d'un pays à l'autre. Du coup, c'est un simple témoignage. Moi, j'ai eu l'occasion de passer par plusieurs postes. J'ai eu l'occasion de passer par notamment la Corée du Sud, donc là, je suis au Vietnam, et j'ai eu donc l'occasion de passer au Maroc. C'est vrai que c'est des pays dans lesquels, honnêtement, les choses fonctionnent vraiment de façon… Alors évidemment, ma question, ce n'était pas de considérer que c'était depuis Paris qu'on allait organiser sur le terrain les actions. Par contre, alors, en termes il y a vraiment des actions qui sont entreprises au niveau de l'attaché de défense et des actions qui sont mises en œuvre bien entendu, autour de l'Institut français, de la coordination des cours. Et puis, pourquoi pas, de l'attaché de coopération pour le français ou de l'attaché de coopération éducative qui va viser des publics ou engager des actions dans telle ou telle direction. Mais je vous avoue que, par exemple, en Corée, donc c'est un simple témoignage, en Corée, c'est la 4e année de ma mission que j'ai appris que nous avions 2 lecteurs de français qui étaient dans des académies militaires. Ici, là, je viens d'arriver, donc il n'y a pas de souci, mais j'ai eu la chance de discuter avec notre attaché de défense, voilà, effectivement, et le dialogue s'instaure, et sans doute qu'effectivement, on va essayer de travailler ensemble. Mais c'est vrai que dans l'absolu, le dialogue n'est pas… on ne participe pas aux mêmes réunions. L'attaché de défense, il est plutôt chancellerie, directement dans les réunions de chancellerie auprès de l'ambassade, etc. Nous, on est sur des réunions SCAC, de stratégie service culturel, où seul notre COCAC fait le lien. Enfin bref, les occasions de se rencontrer ne sont pas si nombreuses. Or, les stratégies peuvent s'innerver. Et je crois qu'il manque encore quelque chose pour que le dialogue puisse être plus riche, plus nourri et permettre l'élaboration de vraies stratégies. Merci beaucoup pour ce témoignage. Du coup, Christian, si tu veux répondre à Arnaud. Oui, en fait, c'était pour rebondir sur ce que disait Arnaud, et je trouve ça très juste. En fait, peut-être qu'au moment du passage des attachés de défense à la DCSD avant de leur déploiement, il pourrait être intéressant de les encourager à aller se manifester vis-à-vis de l'Institut français local, ou en tout cas le COCAC, et dire voilà, j'ai telle politique sur l'enseignement du français, ou j'ai telle ressource, parce qu'effectivement, c'est rarement connu. Oui. Alors, moi j'ai peu d'ancienneté, mais en tout cas, le dernier groupe d'attachés de défense, j'ai rencontré l'ensemble des attachés de défense partants, je représentais l'enseignement du français, les différents outils, les différents partenaires. On a fait un point sur les statuts aussi des alliances et des instituts qui ne sont pas forcément très clairs pour les gens qui ne font pas partie du réseau. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Après, il manque peut-être un petit peu de communication, en effet. C'est un point sur lequel on pourra travailler. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et peut-être on a juste le temps de prendre une dernière intervention. Je vois que Mohamed, vous nous avez rejoint aussi. Si vous avez une remarque, un témoignage, avant qu'on se quitte. Oui, bonjour. Bonjour.
Donc, oui, moi, je veux parler un peu de l'expérience mauritanienne. En fait, les alliances françaises en Mauritanie sont des opératrices de la mission de défense et donc nous touchons un large public militaire. Par exemple, à Atta, nous travaillons avec l'Académie militaire pour les élèves officiers de première année, deuxième année et troisième année. Et généralement, avec ce public, nous amenons les meilleurs au B2, quelquefois, quelques rares exceptions, même le DALF C1 ou le DALF C2. Mais le gros des publics, évidemment, varie entre A2 et B1. C'est une expérience extrêmement enrichissante pour nous. Évidemment, il est aussi enrichissant d'écouter les autres collègues qui interviennent sur le même public. Et je pense que il y a intérêt à développer davantage des passerelles sur ce public-là et sur ses besoins spécifiques. Je vous remercie. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour ce dernier témoignage. Du coup, on va conclure ici, mais la conversation évidemment se poursuit. Je voulais vous signaler à ce titre, je vais vous partager ça dans le chat, qu'on a créé un espace d'échange sur le français professionnel en général, sur notre plateforme d'échange avec le réseau qui est hébergé sur Waller, auquel tous les encadrants du réseau, que vous soyez attachés, responsables d'antenne, d'institut, responsables de centre de cours, coordinateur, coordinatrice pédagogique, etc., etc. Vous avez accès à cet espace. Et c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir continuer cette conversation, notamment évidemment autour du français militaire et des opérations du maintien de la paix, avec vous, de pouvoir continuer à partager des initiatives, des informations, des ressources, et de pouvoir continuer à discuter de ces questions au sein de cette sphère, donc de cet espace d'échange, dans lequel nous, on va essayer aussi de pouvoir stocker dans une boîte à outils toutes les initiatives qui pourront nous être remontées et de pouvoir comme ça continuer à inspirer, à s'inspirer entre nous et se nourrir des projets conduits un peu partout dans le monde. Et toujours bien sûr en lien avec nos collègues de la DCSD, on va essayer de monter en puissance et de pouvoir continuer à vous proposer des choses qui répondent à vos besoins, et aussi avec nos collègues de l'OIF sur le français militaire et les opérations du maintien de la paix. Voilà, donc vraiment encore un très grand merci à tous nos intervenants, toutes nos intervenantes aujourd'hui pour votre disponibilité. Ça a duré un tout petit peu plus longtemps que prévu, je m'en excuse. Et puis je vous laisse du coup le mot de la fin si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée à tout le monde. Et puis on se retrouvera en 2023 pour d'autres rendez-vous sur le Français Pro, sur le même format. Voilà. Un dernier mot peut-être ? En avant ? Magnifique. En avant. Au revoir tout le monde. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Vous recevrez, on va diffuser le replay. Vous aurez toutes les présentations aussi. On partagera tout ça. Voilà. Merci à tous et à toutes. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.